Bien, pendant que Gilles finit de s'équiper, quelques mots d'introduction à ce séminaire qui est donc consacré cette année au sommeil, au replay en anglais dans le texte et à l'éducation, l'apprentissage. Toujours dans cette idée d'examiner comment notre cerveau se modifie par l'apprentissage, peut apprendre des capacités nouvelles. J'ai beaucoup insisté dans une série d'exposés, également cet été sur France Inter, sur l'importance du sommeil dans l'apprentissage. Les données sont très nombreuses qui suggèrent que c'est peut-être une des fonctions du sommeil, sûrement pas la seule, mais une des fonctions du sommeil, de modifier nos circuits cérébraux et d'approfondir les connaissances qui ont été apprises dans la journée. Le replay, on verra, est un des phénomènes dans lesquels le cerveau rejoue ce qu'il a appris dans la journée. Et donc les 6 orateurs de ce séminaire nous parleront de différents aspects de ce rôle du sommeil. On ira vraiment du fondamental, l'évolution du sommeil, sujet d'aujourd'hui, jusqu'au très appliqué, comment faciliter le sommeil des enfants, est-ce qu'on peut se servir de ces données sur le sommeil dans le domaine éducatif. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis très très heureux d'accueillir un ami et un neuroscientifique extraordinaire, Gilles Laurent, qui nous fait l'effort de spécialement de Francfort, où il est directeur au Max Planck. Gilles est français. J'ai appris à l'instant qu'il était vétérinaire et qu'il a fait des études à Toulouse dans le domaine vétérinaire, mais c'est un des plus grands neuroscientifiques mondiaux qui a fait des contributions très importantes dans différents domaines, de l'olfaction jusqu'à, on va le voir aujourd'hui, le sommeil, et toujours dans une approche extrêmement comparative. Et au Max Planck, où il est actuellement à Francfort, il a une créativité extraordinaire pour aller chercher des espèces animales que d'autres n'ont pas encore explorées, essayer de comprendre comment chez eux, dans des circuits neuronaux qui sont souvent différents, déplacés, il y a pu avoir une évolution convergente pour des computations cognitives et neuronales similaires, alors que ce sont des espèces avec lesquelles nous avons divergé il y a parfois des centaines de millions d'années, n'est-ce pas? Donc on parle des céphalopodes, par exemple, je ne sais pas si tu vas en parler dans ton exposé, je crois que oui, ou des reptiles, et de la manière dont leur cerveau est organisé. C'est une recherche extrêmement originale et qui du coup donne lieu à vraiment dizaines de publications dans Science, dans Nature au fil des années. C'est vraiment très impressionnant de regarder ton curriculum vitae. Donc merci beaucoup Gilles d'avoir fait le déplacement pour nous et de nous parler de l'origine du sommeil dans l'évolution. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment Stanislas. Merci à vous d'être ici. Ça me fait très plaisir d'être ici et de vous présenter quelques travaux sur le sommeil, à la place du sommeil dans l'évolution. Et en fait, la place de l'évolution dans le sommeil, c'est difficile de séparer les deux. Et j'ai essayé de diviser ce séminaire en 2 parties. Une qui sera très générale sur l'évolution et le sommeil à travers l'évolution des animaux. Et une deuxième partie, si on y arrive, si j'ai le temps, qui est un peu plus pointue sur certains des travaux qu'on fait dans mon laboratoire sur le sommeil chez une espèce de reptile, et vous verrez pourquoi c'est intéressant si on y arrive. Donc, le sommeil est extrêmement intéressant pour beaucoup de raisons, mais une des raisons principales, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi il existe, et que ses fonctions sont encore un mystère pour nous, et donc l'objet d'études. Chez les humains, on passe à peu près 30% de notre vie à dormir, sans vraiment savoir toujours pourquoi c'est le cas. Donc c'est une des grosses questions. Et la question que je vais aborder ici, c'est sommes-nous les seuls à dormir? Et je vais vous montrer que non. Ici un exemple de photo d'autres mammifères endormis, mais je vais vous montrer comment on estime et on mesure leur sommeil. Ici, d'autres vertébrés non mammifères. Vous voyez des reptiles. Les oiseaux sont des reptiles, un batracien, un poisson. Ici, des invertébrés, de bourdons, un poulpe. Ici, une méduse, puis un ver, un hématode, relié aux parasites comme l'ascaris, par exemple, mais qui est une autre espèce non parasitique. Et puis il y a des questions qu'on peut se poser quand on voit qu'il y a peut-être du sommeil dans toutes ces espèces. Y en a-t-il aussi chez les bactéries? Y en a-t-il chez les neurones isolés dans le cerveau? Comment définit-on le sommeil? Donc ça sera la première question qu'on essaiera de faire, à laquelle on essaiera de répondre. Donc qu'est-ce que le sommeil? Qui dort?
comment le sommeil a-t-il évolué, et puis comment comprendre en fait ces mécanismes grâce à une approche comparative sur tous les animaux qui dorment. Donc avant de commencer, je veux parler un peu d'évolution de la vie et de l'évolution du cerveau. On sait maintenant que la vie a commencé très tôt dans l'histoire de notre planète. Notre planète a environ 4,6 milliards d'années de vie, d'existence. Et la vie a dû commencer aux alentours de 4 milliards d'années, 3,8 à 4 milliards d'années d'ici, si l'on définit la vie de manière très simple et basique. On a eu après ça environ 3 milliards d'années d'évolution de la vie à un niveau moléculaire et cellulaire avant qu'on arrive à des organismes pluricellulaires et chez les animaux ce qu'on appelle les métazoains. Et l'apparition plutôt du cerveau dans cette longue histoire date d'environ 700 millions d'années depuis nos jours. Donc une fraction très courte par rapport à l'évolution de la vie elle-même. La première partie ayant résulté en l'invention de tous les mécanismes moléculaires, ou la plupart des mécanismes moléculaires et cellulaires, dont sont formés les neurones qui constituent notre système nerveux. Donc bien avant que les neurones, les synapses, les cerveaux n'existent. Une chose très importante qui est importante pour nous quand on va parler du sommeil est qu'il y a environ 5 à 600 milliards d'années, il y a eu une période qu'on appelle le précambrien, le cambrien, pendant laquelle il y a eu une explosion du nombre de plans d'organisation des systèmes animaux, et donc une énorme diversification des plans d'organisation et, avec eux, des plans d'organisation des cerveaux. Donc il y a énormément de façons de construire un cerveau qui ont à la fois une histoire commune qui va à la base et puis une histoire spécifique qui est caractéristique de leur lignée. Donc il y a une divergence et il est intéressant de savoir à quel moment dans cette divergence, après, avant, à la base, le sommeil a évolué. Donc en plus de ce phénomène de divergence, de complexification, etc., de diversification des plans d'organisation des cerveaux, il y a un autre phénomène qui est extrêmement important, qui est celui de la convergence, et qui est une convergence fonctionnelle. Et la notion que je veux expliquer ici est que la convergence est d'une certaine manière une obligation du principe de l'évolution, tel qu'on le comprend. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement ici. Le cerveau, évidemment, et les neurones sont le résultat d'une évolution adaptative de façon à donner un avantage, ou plutôt sélectionner parce qu'elle donnait un avantage à ceux qui en avaient un. Et donc les cerveaux ont commencé par l'invention de la motricité, des cellules motrices, des cellules qui permettent du muscle, si vous voulez, qui permettent une contraction et d'une motilité vers une source d'énergie. Et puis, probablement à peu près au même moment, l'invention de récepteurs qui permettent la conversion de signaux d'énergie, des photons, etc. Ça pourrait être des molécules, as well, aussi bien, etc. Excusez-moi si je passe à l'anglais de temps en temps. En général, je parle anglais quand je parle scientifiquement, et ça m'arrive de parler, vraiment de passer de l'un à l'autre, et tapez-moi sur la tête si je commence par l'anglais. Donc cette invention du côté moteur, du côté sensoriel, a très rapidement requis l'invention de quelque chose, d'une interface entre les deux, parce que si vous voulez bouger quelque part et orienter cette motricité vers un but particulier, il faut le faire de manière appropriée. Et si vous avez plusieurs sources d'informations, chimiques, olfactives, visuelles, etc., il faut de manière obligatoire faire un choix entre elles. Donc il faut une plage de sélection et donc un certain nombre de circuits qu'on appelle decision making, c'est-à-dire des circuits qui permettent de faire des décisions. C'est le début de l'invention de ce genre de circuit.
Et on peut continuer avec ça. Donc sur cette diapo, vous voyez un peu le genre de ce qu'on appelle d'opérations, de computation, de choses qui sont nécessaires pour la bonne fonction d'un cerveau. Et petit à petit, on a des choses de plus en plus compliquées. On a l'apprentissage qui apparaît, etc. La navigation, la communication, le planning, c'est-à-dire la capacité d'imaginer le futur, etc., etc. Donc, cette notion de la convergence, qui est une convergence fonctionnelle qui apparaît en parallèle dans toutes les lignées qui se sont séparées très tôt dans l'évolution, fait que dans les espèces qu'on étudie aujourd'hui, on voit des phénomènes qui se ressemblent énormément, mais qui ne sont pas nécessairement le résultat d'un ancêtre commun, mais plutôt de cette pression sélective à travers la convergence. Et il est parfois très difficile de faire la différence entre les deux. Et les mécanismes, d'une certaine manière, nous permettent de faire cette différence. Et à l'inverse, faire ces comparaisons nous permettent de découvrir certains des mécanismes. Donc c'est un peu l'approche, si vous voulez, pour beaucoup de phénomènes du système nerveux, mais en particulier du sommeil. Donc, si le sommeil est universel, on va essayer de voir si c'est vrai ou pas, mais en imaginant qu'il le soit, est-ce dû à des origines communes, auquel cas le sommeil aurait évolué extrêmement tôt dans cette évolution des cerveaux, peut-être il y a 700 millions d'années? Est-ce dû à une convergence fonctionnelle qui a obligé ces systèmes nerveux à développer ce genre de fonctions? Est-ce les deux, un mélange des deux, etc. Et peut-on en faire la part? Si ça a des origines communes, ça serait fantastique parce que les mécanismes de base seraient communs et donc on pourrait travailler sur des systèmes modèles les plus simples possibles et découvrir la manière dont le sommeil marche chez eux et ensuite extrapoler chez les espèces plus complexes. Ou est-ce dû à des convergences fonctionnelles, auquel cas il devrait y avoir une fonction ou des fonctions partagées, auquel cas ça nous éclairerait sur ce que sont ces fonctions. Donc c'est un peu la logique de l'approche évolutive et comparative dans ces genres de problèmes. Alors, le deuxième point important de cette introduction, c'est le fait que les cerveaux et la biologie a été effectuée sur cette planète qui a des caractéristiques particulières. Et donc, comme vous le savez, si vous avez écouté beaucoup des conférences de Stanislas, que le cerveau est adapté à la physique du monde. Et donc, c'est vrai pour la vision, c'est vrai pour l'olfaction, c'est vrai pour tout. Et d'une certaine manière, c'est vrai pour le sommeil aussi. Et donc, il y a des aspects de notre planète qui sont très importants pour l'évolution de nos cerveaux. Et la première observation, c'est que notre planète est en rotation sur elle-même, alors qu'elle fait une rotation autour du Soleil. Cette rotation a une période de 24 heures qui représente le jour et la nuit. Et donc, les systèmes biologiques ont évolué des réponses à ça, qu'on appelle les rythmes circadiens. Qui, d'une certaine manière, notre sommeil est circadien de la même manière. Et donc, ça a certaines caractéristiques d'entraînement par la lumière ou par la température, certains phénomènes. Et ça peut avoir un reset, comme par exemple, si vous prenez l'avion jusqu'à l'autre côté de la planète, vous êtes complètement déboussolé et jet-lagged, et il vous faudra quelques jours pour vous remettre à la phase du système. L'autre phénomène périodique est notre rotation autour du Soleil, et du fait que au début de notre histoire, notre planète a été tamponnée par un autre bout de planète qui l'a fait dévier de son axe de rotation d'environ 30 degrés, on a des saisons. Donc il y a un autre rythme avec une période d'une année qui aboutit à des choses comme des variations de saisons, de comportements reproductifs, l'hibernation, etc., etc. Et en fait, ces rythmes saisonniers sont dus à une sensation, une détection de la variation des rythmes circadiens. C'est des choses très compliquées les unes dans les autres. Le rythme circadien lui-même a été décrit très tôt dans l'histoire de la biologie et en particulier par cet homme, Jean-Jacques de Mérin, qui observait des feuilles de mimosa et ayant observé que ces feuilles de mimosa, dans l'obscurité complète, se refermaient la nuit et se rouvraient le matin sans lumière,
avait fait l'observation qu'il y avait quelque chose dans ces feuilles, dans ces cellules, on ne savait pas encore les mécanismes bien sûr, qui avaient une mémoire, si vous voulez, de cette rotation journalière. Et depuis, on a découvert ces rythmes chez les bactéries, chez les champignons, chez les plantes, chez les animaux, etc. Donc c'est complètement partout. Et ce qui est fantastique dans l'histoire de la biologie des rythmes circadiens, c'est qu'on en comprend maintenant les mécanismes de manière extrêmement précise. Ce n'est pas complet, mais c'est extrêmement bien compris, grâce à des travaux, en particulier chez la mouche. Et je parle de ça parce qu'on reparlera un peu du sommeil chez la mouche. L'observation la plus importante dans cette histoire-là est celle qui avait été faite par Ron Konopka et Seymour Banzer dans les années 70 à Caltech, qui avaient observé certains, en sélectionnant des mutants qui avaient des troubles des rythmes circadiens. Ils avaient observé un premier mutant qu'ils avaient appelé Period ou Per, qui est devenu célèbre, et depuis on en a découvert beaucoup d'autres, qui représentent des mutations dans certaines molécules qui forment une boucle, telle que vous la voyez ici, de feedback négatif, c'est-à-dire qui se réduit elle-même avec une période de 24 heures. Donc vous avez un gène qui code un ARN messager, qui code une protéine, et cette protéine, au bout du compte, à travers une chaîne qui est plus ou moins longue, produit un inhibiteur de la transcription du gène qui était à la cause du départ de cette boucle. Et la période de cette boucle est d'environ 24 heures. Pas exactement 22 à 26 heures, etc., mais elle est remise à 24 heures grâce à ce qu'on appelle un Zeitgeber, c'est-à-dire quelque chose qui donne le temps, qui est cette rotation de la Terre avec ces variations de la lumière ou de la température. D'accord ? Donc le principe est très simple, et ce qui est fantastique, c'est qu'on retrouve cette règle, même si les protéines et les mécanismes sont différents à travers les espèces, on retrouve ce mécanisme chez les bactéries, chez les champignons, chez les plantes, etc. Donc là, on a tout d'un coup l'idée qu'en étudiant un modèle relativement simple, en étudiant un système relativement complexe, qui est ce rythme circadien, on peut trouver une règle générale. Donc la question est-ce qu'on peut faire la même chose avec le sommeil? Donc, quelques conclusions pour cette introduction. Le cerveau est un produit de l'évolution. La question est, le sommeil est-il l'héritage d'une origine commune ou d'une convergence fonctionnelle? Et puis, il y a des biorhythmes qui sont le résultat du fait qu'on vit sur cette planète. On a, grâce à elle, découvert et compris certains mécanismes biologiques tels ceux qui sont responsables des cycles circadiens. Et est-ce qu'on peut étudier le sommeil de la même manière? Alors, c'est là qu'on rentre dans les choses qui sont compliquées, mais maintenant du point de vue purement historique, l'histoire du sommeil et de la manière dont on décrit le sommeil. La manière, je dirais, objective et scientifique d'étudier le sommeil a commencé il y a environ 100 ans, et en particulier par les travaux de cet homme-là, Nate Klatman, qui était un Moldave qui avait émigré aux États-Unis et qui a fait les premières manips pour étudier le sommeil. Et évidemment, toutes ces manipulations, toutes ces expériences sont faites chez les humains. Donc, les concepts du sommeil partent de ces études humaines, chez les humains. Donc, on part avec des définitions qui viennent de ce genre de travaux. Et à travers ces travaux, les siens et ceux de beaucoup d'autres, on est arrivé à la conclusion que le sommeil n'était pas un rythme circadien, il était voué, était soumis à ces variations circadiennes, mais à d'autres choses aussi. Il y a donc une pression circadienne qui vient des rythmes circadiens que nous avons dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, mais d'une autre, ce qu'on appelle une pression homéostatique, une pression du sommeil, qui est quelque chose d'indépendant de la pression circadienne, qui est d'une certaine manière l'intégration de la fatigue. Il y a quelque chose chez nous qui mesure l'état de fatigue du corps ou du cerveau. Et cette pression, qu'on cherche toujours, on ne sait pas du tout ce que c'est, est quelque chose qui augmente au fur et à mesure qu'on reste éveillé et qui est relâché à zéro après une période de sommeil. Donc l'idée du sommeil, c'est qu'il est sous l'emprise
du cycle circadien, qu'on voit très bien quand on a un jet lag quand on va aux États-Unis, par exemple, et d'une pression homéostatique qui est dépendante de la quantité de sommeil qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. D'accord? Donc c'est l'idée. Le sommeil lui-même peut être très différent d'une espèce à l'autre, mais cette pression, ou cette double pression circadienne et homéostatique, est une chose qu'on retrouve partout. C'est un phénomène commun du sommeil chez toutes les espèces. Et depuis le début de ces travaux, maintenant, dans le monde, on voit des labos qui travaillent sur le sommeil chez toutes sortes d'espèces qui représentent à peu près tous les lignéages, toutes les lignées de tous les métazoains. Donc, je vous parlerai de certains, des céphalopodes, même des hydres, etc., etc. Alors, comment définit-on le sommeil? Comme je vous ai dit, c'est basé sur des observations d'abord chez les humains, puis chez les chats en particulier, pas mal de mammifères, etc. Un peu par définition, on dit que le sommeil requiert un système nerveux, c'est-à-dire que, par définition, d'une certaine manière, une bactérie ne peut pas avoir de sommeil. Un neurone unique non plus ne peut pas avoir de sommeil, bien qu'il peut avoir des variations de métabolisme ou d'état, etc., qui pourraient être liées au sommeil elles-mêmes. Et aujourd'hui, on utilise trois types de définitions du sommeil. Une définition comportementale, qui est d'une certaine manière la plus facile, une définition électrophysiologique, qui dépend d'enregistrer l'activité du cerveau, qui est plus compliquée, et une définition fonctionnelle, qui est un peu paradoxale, parce qu'on ne connaît pas vraiment les fonctions du cerveau. Mais vous verrez, il y a quand même une certaine logique à cela. Je vais commencer par les définitions comportementales qui, à vrai dire, datent de travaux qui ont été faits ici au Collège de France dans les années 30. Donc, Pierron, qui était un professeur ici, avait proposé une définition de certains critères qui devaient être remplis pour pouvoir parler de sommeil. La première, c'est qu'il y a une immobilité, un changement de posture qu'on connaît tous. Quand on dort, on s'affaisse. Il y a une décroissance du tonus musculaire, de tous nos muscles axiaux, des membres, etc. Quelques exceptions, comme vous le verrez, importantes. Le fait que c'est réversible, c'est-à-dire que ce n'est pas un coma, ce n'est pas une anesthésie, on peut vous chatouiller, allumer la lumière, faire beaucoup de bruit, on peut se réveiller. Donc il y a un seuil d'éveil, de transition à l'état éveillé, qui n'est pas infini. Donc c'est un deuxième critère très important. Le troisième, c'est que ce seuil est relativement élevé. Ce n'est pas infini, mais il y a un seuil qui existe. Et le quatrième critère, c'est que c'est sous régulation homéostatique, c'est-à-dire que si on vous prive de sommeil pendant un certain moment, il faut le rattraper. Vous avez tous observé ça, si vous passez une nuit blanche, on dort beaucoup mieux la nuit d'après, et inversement. Donc cette régulation homéostatique du sommeil est aussi une des caractéristiques proposées par Pierron et qu'on recherche quand on essaie de définir le sommeil. D'accord ? Donc ça représente la description dominante du sommeil à travers les animaux. La description électrophysiologique est plus complexe pour un certain nombre de raisons que je vais expliquer, mais elle commence avec des travaux chez les humains, par Kleitman et bien d'autres. Michel Jouvet à Lyon, en particulier, a fait des travaux importants, très importants sur le sommeil de ce point de vue-là, chez les hommes et chez les chats. Et est lié à l'utilisation de trois techniques principales, l'électroencéphalographie, qui est un enregistrement de l'activité de surface avec des électrodes sur la surface du crâne, l'enregistrement des mouvements des yeux et l'enregistrement électromyographique, en particulier du trapèze, des muscles du cou, qui nous permettent de savoir si la tête est reliée de manière active au comportement. Donc, grâce à l'EEG, grâce à l'EOG et grâce à l'EMG, ensemble, on a des vecteurs de trois variables, si vous voulez, qui permettent de classifier les états du cerveau, qui sont soit l'état éveillé, wake, soit l'état du sommeil, qui lui-même, chez l'humain et la plupart des mammifères, peut être divisé en deux phases. Une phase qu'on appelle le sommeil lent parce qu'il est caractérisé par des ondes électroencéphalographiques qui sont lentes, avec des cycles d'environ une seconde ou une petite fraction de seconde.
Et puis un sommeil qu'on appelle le sommeil de Rapid Eye Movement, ou REM sleep, ou comme Michel Jouvet l'a appelé, le sommeil paradoxal, parce que l'activité électroencéphalographique pendant ce temps-là ressemble à celle de l'état éveillé, donc paradoxal, bien qu'on soit endormi. D'accord? Donc on a l'état éveillé et l'état de sommeil avec sommeil lent et sommeil paradoxal. Le sommeil lent, chez l'humain en particulier, peut être sous-classifié en d'autres niveaux de profondeur, s'il vous plaît. Et donc, quand on tombe de sommeil et qu'on s'endort, on passe de l'état éveillé à un état de sommeil lent. On passe d'état de sommeil lent à un état de sommeil lent 2 et 3, etc., de plus en plus profond. Et au bout d'un cycle de sommeil lent comme ça, qui dure typiquement environ 1 heure à 1 heure et quart, on passe à une petite phase de sommeil REM, de sommeil paradoxal, qui au début de la nuit dure environ 5 minutes. Et on revient après ça à un nouveau sommeil lent et un nouveau cycle de sommeil lent et de sommeil paradoxal, où la fraction du sommeil paradoxal va augmenter au fur et à mesure de la nuit. Et dans une nuit typique, on a environ 5 à 6 cycles de sommeil, et on passe d'une durée de sommeil paradoxal d'environ 5 minutes à environ 20 minutes à la fin de la nuit. D'accord ? Donc c'est le sommeil typique chez un humain. Et on a refait ces expériences chez d'autres animaux, chez le chat, etc. Et le chat, par exemple, peut être caractérisé par cette même succession d'états, sauf que le cycle de sommeil est d'environ 30 minutes plutôt que d'être 1 heure et demie. D'accord ? Le troisième aspect et la troisième définition, si vous voulez, du sommeil est une définition fonctionnelle, et donc repose sur ce qu'on imagine être la fonction ou les fonctions du sommeil. Et la première est une homéostasie métabolique, c'est-à-dire que pendant le sommeil, notre système métabolique, moléculaire, etc., se rétablit une santé en éliminant des choses, des radicaux libres et des molécules qui ne sont pas désirables, etc. Revenir à un équilibre métabolique pendant le sommeil parce qu'il n'y a pas d'activité musculaire en particulier. D'accord ? Le développement, on sait que les bébés, les enfants dorment beaucoup plus que les adultes. À vrai dire, la fraction de sommeil diminue au fur et à mesure de notre âge et de notre vieillissement. L'apprentissage et la mémoire, et vous verrez ça au cours des talks suivants, dans les semaines qui viennent, par d'autres intervenants, et l'immunité. Donc, ce sont des fonctions hypothétiques, plus ou moins bien vérifiées, pas toutes à la fois, mais chez beaucoup de modèles animaux du sommeil. Alors, de manière pratique, les définitions comportementales sont les plus faciles à faire et donc les plus communes et qui nous permettent de dire si un animal dort ou ne dort pas. L'électrophysiologie est plus compliquée, je vais vous expliquer pourquoi. Et les fonctions, c'est un peu difficile à faire d'une certaine manière parce qu'on a peu de preuves. Alors, il y a d'autres aspects aussi qui nous permettent de faire des relations entre les systèmes de sommeil à travers les espèces. Et certains d'entre eux sont moléculaires, en ce sens qu'on retrouve des molécules pendant le sommeil ou liées au rythme du sommeil chez des animaux qui vont des insectes aux mammifères. Et donc c'est un quatrième aspect qui est plus fonctionnel moléculaire qu'on retrouve à travers ces espèces. Donc vous voyez que la définition de sommeil est quelque chose d'intrinsèquement compliqué à faire. Il y a plein de paramètres et tous les paramètres ne sont pas utilisés de manière équivalente dans toutes les espèces qui sont utilisées pour ces comparaisons. Alors une des difficultés de la physiologie vient de ceci. C'est-à-dire que si on fait des enregistrements électrophysiologiques des cerveaux d'un humain et d'un chat, on compare des cerveaux de mammifères qui sont, à vrai dire, très semblables les uns aux autres. Mais dès qu'on passe à des espèces différentes, par exemple au milieu ici, vous avez un cerveau de reptile, de lézard, ou encore plus différent d'un cerveau de mouche, comme celui-ci, comment est-ce qu'on peut comparer une partie du cerveau d'un humain à une partie du cerveau de la mouche ? Sur quels critères ? Ça devient très difficile. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que
le type d'enregistrement qu'on peut faire chez des espèces différentes sont assez différents. On peut faire des EEG chez la plupart des mammifères parce que le cerveau est bien encapsulé dans la boîte crânienne. Mais si on fait ça chez une tortue, par exemple, le cerveau flotte dans du liquide céphalospinal et donc il est absolument impossible d'avoir un bon EEG chez un reptile. Le signal sur bruit est beaucoup trop faible. Donc il faut mettre des électrodes dans le cerveau et donc on a d'un coup des signaux différents de ce qu'on a par les EEG. Chez la mouche, par exemple, c'est encore pire. On ne peut pas faire, ou c'est extrêmement difficile de faire des enregistrements, et donc la plupart du temps, on fait des enregistrements dans des cellules uniques, et donc on compare l'activité de cellules uniques à l'activité de millions de cellules en même temps. Comment on fait ces comparaisons? C'est un problème particulier pour ce genre de travaux. Donc, je reviens maintenant à cette question que je posais, comment peut-on définir le sommeil et qui dort? Je dirais que chez tous les vertébrés, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a du sommeil et il y a suffisamment de critères, en particulier comportementaux, pour s'accorder à dire que ces animaux dorment. Chez les insectes et chez les céphalopodes, le poulpe ici, vous verrez, je vous donnerai des exemples, il y a des définitions qui nous permettent de dire qu'en effet, ces animaux dorment probablement. C'est peut-être même vrai si on libère un peu les critères de définition du sommeil chez par exemple des méduses, des cnidaires, des animaux vraiment extrêmement primitifs. Il y a tout un domaine de recherche du sommeil chez des vers, chez les nématodes. Là, je suis plus sceptique et si on a le temps à la fin, je pourrais vous répondre, vous dire pourquoi. Je ne veux pas dire que j'ai raison, je pense que là, on est vraiment à la limite de la définition du sommeil. Alors maintenant, je veux illustrer ça avec quelques exemples de sommeil chez ces animaux chez lesquels on peut peut-être s'accorder qu'il y a du sommeil. Et ces animaux divergent à des temps différents. Je vais vous montrer un reptile qui est séparé de nous par environ 320 millions d'années, et puis des invertébrés qui sont séparés de nous par environ 700 millions d'années. Donc on remonte vraiment au début de cette lignée métazoenne. Alors voici à gauche, le film est accéléré, mais vous voyez un lézard en train de s'endormir. Il ferme les yeux, puis vous voyez petit à petit le tonus musculaire de ses muscles du cou diminue et son cou s'affaisse et il va tomber de sommeil. Au milieu, on enregistre l'activité cérébrale dans une région particulière de ce cerveau et c'est ce que vous voyez en dessous. La barre ici que vous voyez bouger est celle du temps. Et là, on prend l'animal dans notre main juste pour montrer qu'il est endormi, qu'il ne se réveille pas. À vrai dire, ils ont un sommeil extrêmement profond qui en fait des animaux fantastiques pour essuyer le sommeil. Il est reposé. Et sur le troisième film, c'est le contraire. La lumière va s'allumer et il se réveille. On dirait un adolescent réveillé par sa mère. Il a du mal à ouvrir les yeux et ça prend un certain temps. Et donc on étudie, et si on a le temps, je vous parlais un peu de ça, de ce système, le sommeil chez cet animal et les mécanismes et l'activité cérébrale du sommeil, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle nous apprend beaucoup de ce qui peut exister peut-être chez les mammifères aussi. Maintenant, je vais vous montrer autre chose qui est un autre animal, dans ce cas-là un poulpe et une seiche. Je vais d'abord vous montrer un film. Vous voyez un rocher à gauche. Et vous voyez tout d'un coup apparaître ce poulpe qui se cachait utilisant ces phénomènes de camouflage qui lui permettent donc le film est en boucle ici de façon à voir. C'est difficile de croire à ça quand on ne le voit qu'une fois, mais c'est vraiment incroyable. C'est ce phénomène de camouflage, de crypsis, permet à ces animaux de se cacher sur leur environnement. Et c'est un modèle, comme Stanislas le disait, qu'on utilise dans mon labo pour étudier des phénomènes de perception, en particulier de perception des textures. C'est une faculté de notre système visuel à nous de la même manière, et qui est partagé par ces animaux. Et donc, en étudiant la convergence des mécanismes supposés à la base de cette perception visuelle, on espère comprendre comment ça marche. Mais
Donc, de manière quantitative, on peut décrire ces changements de camouflage. Je monte cette diapo ici parce que ça rejoint ce que Stanislas décrivait dans son topo il y a 1 heure, c'est-à-dire la représentation de données. Un camouflage, c'est un changement de texture de la peau de cet animal qui est en fait le résultat de contrôle de cellules pigmentaires qu'on appelle les chromatophores. Un animal adulte en a environ 1 million sur sa peau, qui sont contrôlés par le système nerveux. Donc il y a des motoneurones qui sont dans le cerveau et qui permettent à ces pixels, si vous voulez, de changer de diamètre. Et donc on peut caractériser une image telle que celle-là par un vecteur de données où chaque donnée représente le diamètre de chacun de ces chromatophores. Et on peut convertir un film, c'est-à-dire une série d'images telles que celle-là, en une série de vecteurs qui correspondent chacun à l'état de l'animal, image par image. Et donc, on peut convertir ceci, en fait, un film, une série d'images telles que celle-là, en une série de points que l'on projette dans un espace à 2 ou 3 dimensions, de façon à ce qu'on puisse le voir avec nos yeux. Et donc, on convertit un film en quelque chose de graphique, relativement simplifié, qui représente d'une certaine manière, plus ou moins quantitative, de façon qu'on peut décrire, linéaire ou non linéaire, ce genre de comportement. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vous parle de ça. La raison pour laquelle je vous parle de ça est qu'un ancien postdoc de mon labo, qui est maintenant au Japon, qui a son laboratoire, étudie le sommeil chez ces animaux. Et pendant le sommeil, ces animaux ont des phénomènes de display, c'est-à-dire de changement d'apparence de leur peau, qui récapitulent les phénomènes de camouflage quand ils sont éveillés. Donc, par exemple, ici, vous voyez des images qui représentent la peau de cet animal, dans ce cas-là un poulpe, au fur et à mesure du temps, sur quelques heures. Et pendant une petite période d'environ quelques minutes, toutes les 30 à 60 minutes, tout d'un coup, il y a un orage qui se passe sur la peau de ces animaux qu'on peut caractériser par ces diminutions de l'intensité de l'image. Et donc, je vais vous montrer ça comme film. À gauche, voilà l'animal. Son corps principal, les bras de l'animal sont là, ses yeux sont là. Il ferme les yeux, ils ont une pupille, et il a fermé sa pupille. Le film commence. Et là, tout d'un coup, on voit ces chromatophores être activés et former ces patrons de décharge et de coloration qui sont, je vais vous le montrer, semblables à ceux qui sont exprimés par ces animaux quand ils sont éveillés. D'accord ? Donc ça dure environ quelques minutes, et puis 30 minutes plus tard, ça recommence. Et donc, on est tenté de caractériser le sommeil de ces animaux en 2 phases aussi, une sommeil lent, pendant lequel rien ne se passe, et un sommeil actif, pendant lequel on voit ce genre de comportement. À droite, c'est l'éveil de l'animal. C'est très marrant à voir parce que c'est vraiment un animal qui s'étire, il a 8 bras, et qui est en train de s'étirer au fur et à mesure de son éveil. Alors ici, c'est une illustration de la ressemblance exprimée par la peau de cet animal à l'état éveillé et à l'état endormi. Vous allez voir ça, quelques exemples très rapidement. Ça, c'est le sommeil, ça, c'est actif, l'animal est éveillé. Le sommeil éveillé. Vous allez voir encore quelques patrons ici. Et donc, à quoi ça correspond ? Est-ce qu'on voit des rêves de ces animaux qui rêvent de leur camouflage, des camouflages qu'ils ont faits dans la période précédente? Est-ce que c'est au contraire un entraînement, une espèce de manière d'apprendre ou d'augmenter la précision de la performance qu'ils vont effectuer plus tard à déterminer? On n'en sait rien encore. La mouche. Alors, la mouche est devenue un modèle de l'étude du sommeil très important pour la raison qu'on a, grâce à la mouche, appris à comment le rythme circadien, les mécanismes des rythmes circadiens. Alors, chez la mouche, c'est un peu plus compliqué
Parce que la définition du sommeil requiert des critères qui sont assez difficiles à déterminer, mais un critère principal est l'absence d'activité. Donc ici, vous avez des tubes, il y a environ, je ne sais pas, 60 tubes. Dans chacun des tubes, il y a une mouche. Vous voyez un petit point noir, ça correspond à une mouche. Et on enregistre la motilité de ces mouches au fur et à mesure du jour et de la nuit. Et ceci représente, on appelle ça un actogramme, et ça représente la motilité de 17 mouches au fur et à mesure du jour, de la nuit, etc. Donc on mesure ça, et dans la mesure où on voit des variations qui sont liées par exemple au rythme circadien, au rythme du temps, on peut déterminer qu'effectivement il y a une variation qui correspond dans ce cas-là pas exactement au jour et à la nuit, mais au crépuscule, en ce sens que l'activité de l'animal est maximale au crépuscule, au début de la nuit et à la fin de la nuit. Et les animaux dorment le plus pendant le jour et pendant la nuit. En plus, ce qu'on observe quand on observe le comportement de ces animaux de manière fine, on voit que pendant qu'ils ont cet état de posture modifié, ils ont ce comportement de pompage de leur pièce buccale qui est utilisé pour faire circuler leur sang, leur hémolymphe, dans laquelle les organes baignent. Donc c'est encore en phase avec cette idée que ça pourrait être nécessaire et utile pour la filtration métabolique des métabolites qui ne sont pas désirés par l'animal. L'homéostasie, donc on peut démontrer que si on empêche des mouches de dormir comme étant défini tel que ça l'était ici, par exemple en faisant vibrer leur tube pendant toute une nuit, on se rend compte qu'ils récupèrent la nuit suivante. Donc encore en accord avec les définitions d'homéostasie nécessaires pour la définition du sommeil. Et puis, il y a certains essais héroïques d'électrophysiologie chez les animaux qui essaient de déterminer l'activité cérébrale, ici par ce qu'on appelle des potentiels de champs enregistrés dans le cerveau de ces animaux. Personnellement, j'ai des doutes sur la validité de ces enregistrements, mais ça représente des efforts qu'on fait pour essayer de comprendre l'activité neuronale du cerveau de ces animaux pendant le sommeil. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que les mouches dorment si l'on accepte tous ces critères comme étant reconnus dans cette espèce. Et puis le dernier exemple que je vous donne, celui de l'hydre, qui est un cnidaire, donc c'est un animal extrêmement primitif qui n'a pas de système nerveux central, qui a certains neurones, mais qui a aussi une variation d'activité circadienne, enfin, sans avoir de cycle circadien propre chez les espèces sur lesquelles c'est étudié, et qui a aussi une récupération homéostatique quand on empêche ces animaux de dormir, dormir étant défini comme l'absence de mouvement ou une réduction de mouvement sous un seuil défini. Donc, pour certaines personnes, l'hydre dort, et si c'est le cas, et si on accepte ces définitions et ces résultats, on peut dire que le sommeil a évolué depuis l'invention des cerveaux, des systèmes nerveux, même chez les plus primitifs. D'accord ? Alors, le problème maintenant, c'est d'essayer de voir s'il y a une essence commune du sommeil. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de critères, mais ils sont pas toujours faciles à démontrer chez toutes les espèces. Il y a un certain aspect artificiel dans ces définitions, en ce sens qu'on a besoin de définir des seuils. On ne les définit pas de la même manière chez toutes les espèces. Donc, peut-on se mettre d'accord sur ces définitions ? Beaucoup de définitions seront basées sur les premiers travaux qui étaient faits chez des mammifères et chez l'homme en particulier. Donc tout ce qui est de l'activité électrique du cerveau, du sommeil paradoxal, du sommeil lent, etc., est basé sur ces définitions. Doit-on les croire ? Si on faisait la même chose avec l'histoire de l'embryologie ou de l'anatomie, et qu'on disait que si pour définir une main ou ce que chez nous on appelle une main, il faut certains critères qui ne sont réunis que sur une main, on ne pourrait pas dire qu'il y a une homologie entre une nageoire pectorale d'un poisson et une main, bien que ce soit les mêmes organes.
Donc, il y a des questions de définition qui sont complexes à résoudre. Il y a un problème de données, c'est encore vraiment le début de l'histoire de l'étude du sommeil. Les études sont faites souvent chez des espèces de laboratoire, et c'est en particulier un problème chez la mouche, parce que la mouche est une espèce qui a été utilisée dans le labo pendant plus de 100 ans, donc des milliers de générations, et qui a abouti à des mutants, des lignées particulières qui ont des particularités qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les animaux sauvages, wild type. Et donc, de plus en plus, maintenant, des chercheurs comparent le sommeil à travers des espèces différentes de drosophiles, par exemple. Et on voit de grosses variations. L'homéostasie, par exemple, existe bien chez la mouche de laboratoire, mais n'existe pas chez certaines espèces, par exemple virilis, qu'on trouve dans d'autres régions du monde et qui sont à l'état sauvage. Autre problème, vous en avez eu une idée ici, c'est que les phénotypes du sommeil sont extrêmement variables. Il y a des animaux qui dorment la nuit, comme nous, il y a des animaux qui dorment le jour, il y a des animaux crépusculaires qui dorment la nuit et le jour, mais sont actifs au crépuscule, etc. Il y a des animaux qui dorment beaucoup, il y a des animaux qui dorment très peu. Les éléphants dorment 3 à 4 heures maximum, les chauves-souris dorment 20 heures, 21 heures par jour, etc. Donc il y a des variations énormes. Quand il y a un sommeil lent et un sommeil paradoxal, le rapport entre les deux varie énormément aussi. Chez nous, c'est une majorité de sommeil lent, chez le lézard, c'est 50-50, etc., etc. Donc beaucoup de variabilité. Est-ce donc dû à des mécanismes communs, mais qui ont des paramètres qui peuvent être réglés de façon à créer cette variation, ces variabilités, ou est-ce dû à des histoires différentes? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Et comme je vous l'ai dit, l'homéostasie, qui est un des critères principaux pour définir le sommeil chez nous, n'est pas vue partout chez les animaux chez qui, par d'autres critères, on dirait qu'ils dorment. Donc, une espèce de résumé de ma vue conceptuelle de l'évolution du sommeil, si vous voulez, qui n'est pas, je ne veux pas dire que c'est la vérité, c'est un travail qui va requérir beaucoup de dizaines d'années de travail, mais c'est un peu un résumé de ce que je vous ai dit. Au début de l'évolution biologique, il y a une invention, si vous voulez, une évolution des rythmes circadiens, qui est une invention intracellulaire, d'accord, qui ne requiert pas de système nerveux et qui est à l'échelle de la cellule, d'accord. Et elle a évolué indépendamment dans des lignées en parallèle, mais du point de vue conceptuel, à des solutions qui sont très similaires les unes aux autres, même si du point de vue mécanique, elles utilisent d'autres types de protéines, etc. Chez les eucaryotes pluricellulaires, c'est-à-dire que maintenant on met des cellules ensemble, pour les cycles circadiens, on a besoin de mettre en phase toutes les cellules qui, indépendamment, ont leur rythme circadien. Donc on invente des molécules qui permettent de synchroniser toutes les cellules ensemble. Et donc on a énormément de molécules maintenant qui sont utilisées, qu'on essaye de découvrir et de décrire dans tous ces organes. Avec les métazoaires, il y a l'invention des systèmes nerveux, d'abord des neurones, puis les mettre ensemble avec des synapses, et c'est environ 700 millions d'années avant aujourd'hui. Et peut-être, par les définitions et les exemples que je vous ai donnés, on peut s'accorder que le sommeil commence à ce moment-là. D'accord ? Alors, quels sont les animaux à ce moment-là? Les animaux sont des ectothermes. À la différence de nous ou des oiseaux, ils n'ont pas de contrôle de la température de leur corps, et donc leur niveau d'activité varie en fonction de la température externe, qui varie en fonction du cycle circadien. D'accord ? Il y a, pendant la nuit ou pendant la période froide, une diminution de l'état de sommeil. Peut-être à ce moment-là l'invention de la pression de sommeil pendant la période active. Serait-ce la raison pour laquelle il y aurait une origine commune, une molécule principale qui est utilisée encore chez tous les organismes, de l'hydre aux humains. Et on fait l'hypothèse que le sommeil à ce moment-là est d'une certaine manière simple, en ce sens que ça représente l'état du cerveau, s'il existe, en l'absence d'entrée sensorielle. Il y a une certaine manière de switcher toutes les entrées sensorielles de façon à ce qu'elles
ne passe pas dans l'état du système nerveux au repos. D'accord ? Donc, quelles seraient ces fonctions primitives ? Si on fait ce raisonnement, il n'est pas nécessaire que les fonctions primitives du sommeil aient quelque chose à voir avec le cerveau lui-même. Ça pourrait être simplement lié à une régulation du métabolisme à travers le corps, de l'immunité, du développement, de plein de processus qui requièrent d'une certaine manière le système nerveux, mais qui ne soient pas d'elles-mêmes nécessaires à l'apprentissage, par exemple. Ça peut être une évolution plus tardive. Puis un peu plus tard, il y a environ 500 millions d'années, la lignée des chordés, qui va aboutir aux vertébrés, les poissons, les amphibiens, et puis les amniotes, nous compris. Et petit à petit, il y a une complexification de l'activité, de la structure du cerveau, de l'activité du cerveau pendant le sommeil. Et on commence par un sommeil lent. C'est-à-dire que, par exemple, chez les poissons, le type d'évidence pour un sommeil paradoxal n'est pas très très bon encore, à mon avis en tout cas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans ces espèces et à ce moment-là de l'évolution, l'état du sommeil probablement correspond à celui qu'on appelle le sommeil lent chez les mammifères, par exemple. Et puis avec les amniotes, je vais vous expliquer pourquoi, évolue un nouveau type d'activité pendant le sommeil qu'on appellera le sommeil REM ou le sommeil paradoxal, et je vais vous dire pourquoi on pense ça. Chez les céphalopodes ne sont pas des vertébrés, ne sont pas des chordés. Les céphalopodes se séparent de nous il y a 700 millions, vraiment au tout début de l'histoire des métazoens. Mais comme je vous l'ai dit, on observe au moins deux types de sommeil qu'on pourrait comparer à un sommeil lent et à un sommeil actif. Donc, par le raisonnement que je vous donne, ce n'est pas possible que ce soit dû à une évolution, à une source commune, mais ça devrait être le résultat d'une convergence. D'accord ? À vérifier, à falsifier, comme on dit en anglais. Dès qu'on a deux types de sommeil, REM et paradoxal et lent, on observe, quand ils existent, qu'ils ne sont jamais simultanés. Donc il doit y avoir un mécanisme qui permet de les avoir en alternance. Et dès qu'on les a en alternance, on définit un cycle de sommeil qui a une période de sommeil lent, une période de sommeil paradoxal, et après on retourne. Soit en passant par une période d'éveil, soit directement. D'accord ? Donc ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est, je vais repasser là, c'est deux petits exemples pour illustrer deux aspects importants de cette évolution. Le premier, c'est la pression de sommeil, cette idée de pression de sommeil, qu'est-ce que ça pourrait être ? Et la deuxième, c'est l'évolution du sommeil paradoxal. Alors, revenons à ce raisonnement que j'expliquais plus tôt sur les rythmes circadiens. La mouche est devenue un modèle très intéressant pour étudier le sommeil et les mécanismes du sommeil, en particulier celui de la pression de sommeil. L'idée est qu'il existe quelque part un système qui permette d'accumuler de l'évidence d'activité. C'est-à-dire que plus je suis actif, plus je crée ou je produis une certaine molécule, par exemple, qui s'accumule et qui permet de mesurer mon état de vigilance et la durée de cet état de vigilance. Et quand j'atteins un seuil, déclenche un changement de comportement qui aboutit à ce qu'on appelle le sommeil. Donc c'est l'idée principale qu'il y a quelque chose dans le corps qui intègre cette activité. Et pendant très longtemps, on a cru, et l'idée est très bonne et encore valable, que cet intégrateur pourrait être une molécule qui représente le métabolisme, et en particulier la dépense d'énergie. Et la dépense d'énergie dépend d'une molécule, l'ATP, qui est générale, et l'ATP se fait à partir de l'adénosine, et on ajoute des phosphates. Et donc, il se pourrait très bien que le niveau d'adénosine, par exemple, soit une manière de mesurer l'état de sommeil ou l'état de vigilance dans lequel se trouve l'animal. Donc l'adénosine, en fait, son niveau, son titre dans notre sang, etc., dans le système sanguin de beaucoup d'animaux, augmente au fur et à mesure de l'activité et diminue pendant le sommeil. Donc on a cru, ça reste quand même un modèle possible de cet intégrateur, mais pas convaincant en ce sens qu'il n'est pas toujours corrélé de manière directe avec le sommeil et l'état d'éveil, et il n'a pas d'action directe de déclencher en soi le sommeil, par exemple.
Donc chez la mouche, un certain nombre de chercheurs ont essayé de trouver des modèles pour étudier ce problème particulier et ont, en utilisant des trucs de la génétique de la mouche, qui sont des lignes particulières, qui ont des mutations qui permettent d'exprimer des gènes ou d'empêcher l'expression de gènes dans des cellules particulières, ont, chez une ligne particulière qui permet la manipulation de certains neurones dans le cerveau. Ces neurones-là, il y a 2 douzaines de neurones qui se trouvent dans le cerveau de cet animal qui s'appelle le fan-shaped body. Donc c'est une partie du cerveau qui est très petite, mais qui a la forme d'un éventail, c'est pour ça qu'elle s'appelle fan-shaped. Et ces manipulations ont permis de faire les observations suivantes. C'est-à-dire que quand on force l'activité de ces neurones, on endort les animaux. On observe qu'ils perdent leur posture, etc., de manière semblable à ce qu'on observe pendant le sommeil. Quand on les inhibe, quand on les empêche d'être activés, on cause l'éveil. Et on peut varier ou moduler l'état d'homéostasie du sommeil en modulant l'activité de ces neurones, de manière directe ou indirecte, etc. Donc, une bonne série d'indices qui permet de croire que ces neurones pourraient être importants pour ce phénomène de détection de pression de sommeil. Donc, d'autres labos, en particulier celui de Gero Miesenböck à Oxford, se sont décidés à essayer de trouver quels pourraient être les mécanismes responsables de cette intégration et font l'hypothèse suivante que ces neurones, de certaine manière, quand ils sont activés, déclenchent le sommeil par des phénomènes qu'on ne comprend pas, mais c'est le premier maillon de cette chaîne. Ce sont les responsables de la détection de cet éveil et qui permettent, quand les neurones sont activés, de déclencher le sommeil. Donc l'idée est encore liée au métabolisme énergétique et aux fonctions des mitochondries, de la synthèse de l'ATP. Et la synthèse de l'ATP, c'est des réactions redox dans les membranes de la mitochondrie qui créent beaucoup d'espèces réactives d'oxygène délétères que le système en général dont il essaie de se débarrasser. Et certains de ces produits d'oxydation sont des protéines modifiées qui viennent se caler sur d'autres protéines qui sont des canaux potassiques d'un type particulier et en modulent les propriétés, et en particulier les propriétés d'inactivation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils sont inactivés après avoir été activés. Et en modulant l'inactivation de ces canaux potassiques, ils en ralentissent l'inactivation et ils en augmentent l'excitabilité des neurones qui les contiennent. Et donc l'idée est que ces protéines, modifiées par les processus oxydatifs de la mitochondrie, vont modifier des canaux potassiques qui vont augmenter l'excitabilité de ces neurones et quand ces neurones sont activés, déclencher le sommeil. D'accord ? Donc cette idée est très très bonne et continue à être étudiée. Elle n'est pas encore complètement prouvée. Il y a un certain nombre de problèmes, j'en cite quelques-uns ici, qui motivent un certain nombre de labos, le sien et d'autres, à essayer de les prouver et de les falsifier. Mais le problème auquel on arrivera, même si c'est prouvé que tout est vrai, est de savoir si c'est généralisable. C'est l'espoir, évidemment, de trouver un système général ou une logique qui puisse être généralisée à tous les systèmes. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici parce que c'est assez. Si vous êtes intéressé par le sommeil paradoxal et le sommeil lent et son évolution, je serais très content de vous en parler de manière séparée. Mais j'espère que je vous ai donné une idée de la complexité du problème d'étudier le sommeil et de son évolution. Et c'est un domaine fascinant parce qu'on connaît très peu. Et avec ça, je vous remercie beaucoup.
Merci infiniment. Je ne peux pas penser à une meilleure introduction pour ce séminaire. C'était absolument un panorama éblouissant depuis la naissance de la planète jusqu'à nous. Alors, je vous incite à poser quelques questions. Je vais peut-être commencer par l'une d'entre elles. Tu as parlé donc à la fois de ces périodes de sommeil lent et puis de sommeil actif. Qui est peut-être un terme générique pour le REM, ou le sommeil paradoxal. Est-ce qu'on commence à avoir une idée des fonctions respectives? Est-ce qu'il y a deux fonctions différentes pour ces deux périodes très différentes de sommeil? Donc, pour ce qui est du sommeil, d'abord il faut qu'ils existent. Et donc ce que je te dirais est lié à, la plupart du temps, à des travaux qui sont faits chez les mammifères. On a de plus en plus d'indices que le sommeil lent est lié, ou certains phénomènes d'activité du cerveau pendant le sommeil lent sont liés à l'apprentissage. Je suis sûr que vous en parlerez au fur et à mesure des semaines qui viennent. Il y a des phénomènes qu'on appelle par exemple des phénomènes de replay, qui sont caractérisés par la réactivation de neurones, parfois de manière accélérée dans le temps, qui ont été activés pendant l'éveil de l'animal. C'est des travaux qui sont faits chez les rats et les souris, dans des régions particulières du cerveau qui s'appellent l'hippocampe, liées à une certaine forme d'apprentissage. Pour ce qui est du sommeil paradoxal, au début, on pensait que le rêve était lié et limité au sommeil paradoxal, et donc il y avait d'une certaine manière une relation entre les deux. Depuis, les idées ont changé. Les rêves arrivent pendant le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Ils ont des qualités différentes. Les rêves pendant le sommeil lent sont plus réalistes, sont plus proches de la réalité. Ceux du sommeil paradoxal sont un peu plus oniriques, d'une certaine manière. Mais à part ça, on sait, et puis ça n'est pas une fonction, c'est le rêve, à quoi sert-il? On sait, à vrai dire, très peu de choses sur la fonction du sommeil paradoxal. Il y a quelques évidences, vous en parlerez peut-être plus tard, sur les aspects émotionnels de la mémoire pendant le sommeil paradoxal, mais ou sinon, très très peu. Concernant l'extraordinaire diversité quand même des formes de sommeil, il y a certainement des convergences et des régularités, mais il y a une diversité très claire que tu as mentionnée, c'est la diversité des périodes. Et quand tu as commencé, tu as parlé de la période qui est quand même la même pour tous les animaux de la Terre. Oui. Et moi, je croyais que, en particulier chez l'homme, la période de 1h30 que tu as mentionnée, c'est un diviseur de la période de 24 heures, c'est un 16e en fait de la période de 24 heures. Et bon, il y avait une possibilité qu'on ait une sorte de division du temps comme ça, mais visiblement non, parce qu'il y a une diversité extraordinaire dans les espèces. Est-ce qu'on comprend pourquoi certaines espèces ont des cycles rapides et d'autres lents? Est-ce qu'il y a un lien avec la fonction? Il y a des variations qu'on peut, on peut imaginer une explication. Il y a par exemple il y a une relation avec la taille du cerveau, il y a une relation avec la position en tant que proie prédateur dans les niches écologiques du monde. Il y a des relations au comportement, migration ou pas migration, par exemple des animaux qui font des migrations, des papillons aux oiseaux et à des mammifères marins, etc., ont une division du sommeil qui est très différente de la nôtre, en particulier pendant les périodes de migration, qui impose parfois une séparation du sommeil entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et une alternance de sommeil de l'un à l'autre. Si j'avais eu le temps de vous parler des choses, j'aurais pu vous dire des choses sur les mécanismes possibles de ce genre de choses. Donc, une adaptation au comportement et à la niche de l'animal très forte. Ouais. Et tu as montré ces expériences où on prive de sommeil les mouches drosophiles, je ne savais pas qu'on faisait ça, et qu'il y avait une récupération la nuit suivante ou la période suivante. Est-ce qu'il y a un déficit cognitif qui est observé chez ces mouches? Alors c'est là qu'on rentre dans des zones ça a été décrit. Ça a été décrit avec la batterie d'outils d'apprentissage chez la mouche qui est puissante, mais limitée par rapport à ce qu'on peut faire chez un mammifère, en ce sens que les constantes de temps des mémoires, etc., sont beaucoup plus courtes, etc. Donc ça reste suggestif, je dirais, mais encore une fois, faire une comparaison avec ce qu'on observe chez un rongeur est pour moi assez difficile. D'accord. En tout cas. Enfin, il y a des papiers qui suggèrent qu'il y a des déficits. Il est possible de faire ces manips, et certaines ont été faites, et les résultats semblent positifs.
Au cours du développement, c'est surprenant qu'il y ait besoin de plus de sommeil, finalement. Et je crois est-ce que c'est universel, ça, à travers les espèces, l'idée que les jeunes... C'est-à-dire que, encore une fois, c'est difficile, parce que si tu regardes la mouche est un animal qui se développe de manière très différente, à travers une série de mues qui changent même complètement la structure du cerveau elle-même. Donc il est difficile de comparer à travers ces distances. Est-ce qu'il y a du sommeil chez la larve, par exemple? Oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des variations. Mais là, on revient, par exemple, à la définition du sommeil chez C. elegans, chez le nématode. Certains labos définissent le sommeil chez ces animaux, chez la larve. Ils appellent cet état l'état de léthargie, léthargus, ils appellent ça. Mais c'est un état qui dure pendant la durée qui précède la mue elle-même, et c'est une durée d'environ 2 heures, qui n'est pas liée au rythme circadien. Donc pendant cette période de temps, l'animal arrête de bouger. Et donc ça commence à être assez difficile de rattacher ça aux définitions classiques du sommeil, pour moi en tout cas. Mais la raison pour laquelle je disais que je trouve ça surprenant, enfin, je ne trouve pas ça si surprenant, mais la vision actuelle qui est que le cerveau est un organisme d'apprentissage qui part de presque zéro, qui doit apprendre, etc., devrait plutôt prédire le contraire. C'est que les jeunes enfants devraient passer le maximum de temps à recevoir des données du monde extérieur. Et c'est exactement le contraire qui se produit. Les cerveaux se développent d'abord de façon strictement endogène, en créant des représentations internes. Et pour moi, ça va dans le sens de l'idée qu'il y a une fonction très importante simplement de construction de représentations internes. Tout à fait. Le cerveau est très peu, en tout cas chez l'humain, très peu développé à la naissance. Il fait quoi, 30% de son volume ou de son poids adulte. Donc il y a énormément de choses à construire. Donc j'imagine, enfin de manière superficielle, imagine construire un truc en même temps que tu forces des entrées de l'extérieur, alors que les neurones ont la tâche de trouver leur cible naturelle, etc. On peut essayer de raisonner de cette manière-là, peut-être. Oui. On va en parler dans les autres exposés, en particulier avec Tim Behrens, l'idée que le replay joue un rôle clé dans la construction de structures dans le cerveau qui sont ensuite appliquées aux données. Voilà. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vois qu'on a eu un panorama absolument éblouissant. Merci.